C'est parti. Donc là, on va vous faire un retour sur le congrès scientifique de FAST qui a eu lieu en novembre à Miami. Ce webinaire va être présenté à la fois par des personnes de FAST France et le professeur Nadia Balbuisson qui nous accompagne depuis le début de l'hôpital Necker Enfants Malades. Alors le plan de la présentation va être le suivant. Dans un premier temps, on va avoir une introduction sur le syndrome d'Angelman par Samantha pour que tout le monde parte d'un même pied d'égalité. Ensuite, je reprendrai la main pour vous parler de la stratégie de FAST pour justement développer demain des médicaments qui permettent d'améliorer la qualité de vie des patients. On reviendra sur le développement d'un médicament et on positionnera les différents acteurs dans cet écosystème. Ensuite, je laisserai la main au professeur Balbuisson qui nous éclairera sur les essais cliniques en cours et sur la thérapie génique. Est-ce que c'est une réalité ou une science-fiction? Et enfin, Samantha reviendra sur les projets de FAST France en 2024. Donc, je vais laisser la main à Samantha pour introduire le syndrome d'Angelman. Bonjour tout le monde, donc je m'appelle Samantha Eisenhower, je suis avec FAST France et j'ai un petit garçon qui s'appelle Pietro, qui a 3 ans et demi et qui est donc atteint du syndrome d'Angelman. Vous m'entendez bien Charlotte, Anthony? Ok, top. Donc si vous êtes là aujourd'hui, j'imagine que vous avez un proche qui a reçu un diagnostic du syndrome d'Angelman. Donc généralement, le syndrome d'Angelman c'est pas généralement, c'est tous les cas, c'est une maladie rare qui est généralement entre 1 à 12 000, on dit 1 à 20 000, donc à peu près 1 sur 15 000 personnes dans le monde ont ce diagnostic. On estime aujourd'hui à peu près à 1 demi-million la quantité de personnes avec un syndrome d'Angelman dans le monde. C'est une maladie qui est provoquée par un problème sur le gène UBE3A qui se positionne sur le chromosome 15 et on en parlera un peu plus dans le prochain slide. C'est souvent, la plupart du cas, un problème du hasard, on va dire. C'est très rarement hérité, donc ce n'est pas votre faute, c'est la faute de personne. Et ce sont des symptômes qui sont généralement pas vus à la naissance et c'est quelque chose qu'on ne sait pas diagnostiquer aujourd'hui in vivo. Et donc, c'est généralement au bout d'un retard de croissance ou de problèmes de développement entre 6 à 12 mois qu'on commence à se poser les questions et qu'on pose un diagnostic. Le diagnostic en France est posé généralement tôt, contrairement à d'autres pays qui sont moins bons que la France en particulier. On dit que c'est des enfants qui ont une vie identique à la population, même s'il y a différentes statistiques là-dessus. Si vous venez d'être diagnostiqué avec un syndrome d'Angelman, je vous recommande de vous rapprocher de différentes associations, en particulier l'AFSA pour tout ce qui est l'accompagnement des familles, mais également FAST pour toutes les questions vis-à-vis de la recherche et vous tenir au fait de ce qui se fait. Je vais vous parler maintenant un peu de manière générale des symptômes qui sont liés au syndrome d'Angelman. Donc, les premiers signes cliniques, généralement, qu'on voit, ce sont un retard de développement sévère avec une déficience intellectuelle notable, notamment des troubles de coordination, de l'équilibre, de mouvement de manière générale. Ils ont aussi quelque chose qu'on note tout de suite, c'est un rire sans faille, ils sourient tout le temps, mais ils font du flapping, donc ils battent beaucoup des mains. Il y a une certaine, si vous pouvez couper vos micros, je veux bien. Je me permets de vous muter. C'est des enfants qui sont souvent aussi hyper excitables, qui ont de gros troubles de l'attention, ils switchent beaucoup. La plupart d'entre eux ne parleront jamais. Ils ont une quasi totale absence du langage. Certains disent quelques mots, mais c'est rare. Par contre, ils comprennent beaucoup plus que ce qu'ils n'arrivent à exprimer dû aux problèmes de coordination. Dans 80% des cas également, on voit un infléchissement du périmètre crânien, donc souvent une microcéphalie. Des crises d'épilepsie sont très fréquentes également, souvent avant l'âge de 3 ans. On a aussi un EEG qui est typique du syndrome d'Angelman, c'est souvent aussi un outil diagnostique. Et quelque chose de très fréquent et qui affecte les familles sont les troubles du sommeil. C'est donc quelque chose qui vraiment affecte sur le long terme, car vous avez des enfants qui se réveillent 2 à 3 heures par nuit. Certains dorment très peu, jusqu'à 4-5 heures uniquement. Donc, ça affecte toute la maison. Entre 20 et 80% des cas, vous avez d'autres particularités morphologiques. Souvent, vous avez un arrière du crâne qui est plat. Vous avez également une grande bouche, une grosse langue, des dents écartées. Parfois, les mâchoires sont un peu en avant.
D'autres troubles qui sont très fréquents sont également des troubles alimentaires, des troubles de la déglutition, on voit de l'hypophagie ou de l'hyperphagie. Certains enfants finissent avec des gastrostomies, donc ça aussi c'est fréquent dans les cas les plus graves. Beaucoup d'enfants ont un reflux gastro-œsophagien, donc des reflux, des difficultés dentaires également, des difficultés d'émail et de déminéralisation des dents. Le bavage est très fréquent aussi, ils portent tout à la bouche. On a aussi des problèmes oculaires avec un strabisme, mais aussi de l'hypermétropie. C'est des enfants qui ont une hypopigmentation, souvent blonds et avec des yeux bleus. Ils ont aussi des réflexes ostéotendineux, c'est-à-dire de la spasticité. On voit souvent des enfants qui finissent sur la pointe des pieds, par exemple, ou qui ont du mal à marcher. Et enfin, ils marchent souvent les pieds écartés, avec un élargissement du polygone de suspension, des pieds plats, un valgus. La scoliose est très fréquente. Ils ont aussi une hypersensibilité à la chaleur et sont très attirés par l'eau, par les couleurs, par certains sons. Et enfin, de la constipation et l'obésité. Donc, la liste des symptômes est relativement longue. Je tiens à le préciser, c'est une maladie lourde avec laquelle on vit tous les jours. Prochain slide, s'il te plaît, Anthony. Donc, cette maladie, comme on l'a dit précédemment, est due au chromosome 15, un souci sur le chromosome 15. Alors, qu'est-ce qui se passe sur le chromosome 15? On a deux allèles, une allèle maternelle et une allèle paternelle. Chez tout le monde, l'allèle paternelle est silencieuse, c'est normal. Et il y a uniquement l'allèle maternelle, le gène UBE3, qui s'exprime. Et le problème dans le syndrome d'Angelman est que ce gène UBE3 ne fonctionne pas correctement. Prochain slide. Dans le syndrome d'Angelman, on a une grosse variabilité au sein des différents enfants, on va dire, ou des différents patients que l'on voit, enfants, adultes. Et c'est dû à des différences génétiques. On a différents génotypes. De 60 à 80% des cas, on parle de délétion. Et au sein des délétions, il y a différents types de délétions, comme on va voir après. Et qu'est-ce que ça veut dire la délétion? Ça veut dire qu'il manque un morceau complet de chromosome. Donc il manque le gène UBE3, mais également d'autres gènes. Dans d'autres 10% des cas, on a un problème uniquement sur le gène UBE3, on a un problème de mutation, c'est-à-dire que le gène ne fabrique pas la protéine de manière correcte. Dans 3% des cas, on a un problème qui s'appelle le UPD, Unilateral Parental Dysautonomy. Ça veut dire qu'on a deux allèles paternels et donc deux fois le gène qui est silencieux et qui ne s'exprime pas. Et dans 3% des cas également, on a un problème d'empreinte qui fait que le gène, pareil, ne produit pas la protéine de manière correcte. Et il y a d'autres soucis liés à ça. Et dans environ 10% des cas, un peu moins, on a parfois uniquement les symptômes liés au syndrome d'Angelman, mais on n'a pas le test génétique qui correspond. Prochain slide. Donc ça, c'est pour vous montrer de manière un peu plus spécifique ce qu'on peut voir au sein de la recherche. Vous avez ici les différences qui existent entre les différents génotypes. Donc sur la partie gauche, vous voyez tous les gènes qui sont associés sur l'allèle maternel du syndrome d'Angelman, de tous les patients, on va dire, et quel est le problème lié à Angelman. Donc la première ligne, c'est un patient typique. La deuxième ligne, c'est la mutation. Vous voyez que seul le gène UBE3 est affecté. Dans le cas des défauts d'empreinte, pareil, il manque le UBE3 est silencieux, mais il y a d'autres gènes affectés également qui ne sont plus silencieux alors qu'ils devraient l'être. Pareil, sur la dysomie parentale, c'est similaire au défaut d'empreinte. Et enfin, tous les cas de délétion, vous voyez qu'il ne manque pas uniquement le gène UBE3, mais d'autres gènes. Et suivant la quantité de gènes qu'il vous manque, l'enfant est plus ou moins affecté. On parle de classe 2 pour les petites délétions, classe 1 pour les plus grandes, et ensuite des classes AT, atypiques, là où il manque encore plus de gènes. Et sur la partie 3, ils ont réussi à démontrer au niveau de la recherche que les cas les plus graves, c'est-à-dire les plus affectés et avec un cas d'évolution plus faible dans le temps, ce sont les délétions. Souvent, délétions, ce sont les plus affectés, classe 1, classe 2 ou atypiques. Et ceux qui s'en sortent le mieux en termes de développement, au jour le jour, sont souvent les mutations mosaïques en particulier, où ils produisent plus de protéines, les UPD et les IPD. Voilà, je m'arrête là. La prochaine slide, c'est encore moi. OK. Donc, qu'est-ce que fait le gène UBE3? Le gène UBE3, comme beaucoup d'autres gènes, produit une protéine grâce à un processus d'enzyme. Et cette protéine, elle est nécessaire parce qu'elle est
essentielle à l'équilibre au sein de notre système nerveux central. Qu'est-ce qu'elle fait pratiquement? C'est comme on va dire une fonction déboueur. En gros, elle va permettre la régulation de notre signal au sein du cerveau. Elle va taguer différentes protéines et d'autres cellules. Certaines vont être mises de côté et d'autres vont être assignées à différentes fonctions. Donc, elle est essentielle pour toute l'activité présynaptique et postsynaptique des neurones. Donc, car, oui. Je me permets de te couper parce que je trouve qu'il y avait une anecdote que je trouvais très parlante à chaque fois. C'était le système des stations radio. C'est si vous imaginez, en fait, vous écoutez à la fois France Info, Énergie, RTL, RFM, enfin, Europe et j'en passe et des meilleurs, tous ensemble, là, vous ne comprenez rien. Et en fait, ce que permet cette protéine, c'est de dire, bah, en fait, je suis que sur la fréquence de France Info et j'écoute France Info, ou je suis que sur la fréquence de RTL et j'écoute RTL. Et, sauf que là, bah, du coup, il n'y a pas ce truc-là. Donc, en fait, c'est comme si votre enfant, il écoutait 10 stations de radio en même temps. Bah, il ne comprend rien. Voilà. Et ça, je trouvais que c'était à chaque fois assez parlant, en fait. Donc, c'est pour ça que je me permets de le rajouter. Tout à fait, tu as tout à fait raison, Charlotte. Et il y a un autre exemple aussi, quand on parle, par exemple, de signaux excitateurs et de signaux d'inhibition qui me parlaient à moi. Par exemple, quand vous devez marcher, il faut que votre cerveau envoie un signal à une jambe qu'elle aille en avant et à l'autre jambe de rester sur place. Et du coup, le signal d'inhibition est difficile à envoyer dans le cas du BE3, dans le cas du syndrome d'Angelman. Donc voilà, je ne sais pas, Anthony et Charlotte, si vous voulez rajouter d'autres choses. Non, bah, je pense qu'on a une bonne présentation du syndrome d'Angelman. Par contre, est-ce qu'il y a des questions dans l'Assemblée ou est-ce que c'est relativement clair? Sinon, on passe à la partie suivante. Donc là, on a pu voir, entre guillemets... N'hésitez pas, hein, s'il y a des questions, vous les mettez aussi dans la chat box. Vous n'êtes pas obligé de voicer haut et fort. Donc, vous pouvez les mettre dans les commentaires. Donc là, on va passer sur la partie la stratégie de FAST. Donc la stratégie de FAST, elle est orientée sur 4 piliers. Le premier pilier qui vient naturellement, c'est de dire on a un gène déficient côté maternel, est-ce qu'on ne peut pas le réparer? Le deuxième pilier, lui, consiste à dire on a un phénomène d'empreinte et donc le gène paternel est silencieux, est-ce qu'on ne pourrait pas l'activer pour pallier la déficience du gène maternel? Le pilier 3, ce sont des thérapies aval, donc là on va être plutôt sur les conséquences et on va essayer d'améliorer la fonction synaptique des neurones. Et le pilier 4, qui sous-tend, on va dire, les différentes stratégies de soins, c'est d'accélérer et préparer les essais cliniques. Donc on va le voir de manière un peu plus détaillée à travers la planche suivante. Donc le pilier 1, comme on l'a dit, c'est le remplacement du gène UBE3A manquant ou non fonctionnel dans les neurones des personnes porteuses du syndrome d'Angelman sur la copie maternelle. Donc, on a différents types de thérapies. On a les thérapies géniques avec différents vecteurs. Donc, on va avoir des vecteurs qui sont par exemple des adénovirus ou des lentivirus. C'est ni plus ni moins que la même idée. On va vouloir transporter l'UBE3A, une copie de l'UBE3A fonctionnel, dans le cerveau. Et ça va se faire par différentes modalités. Typiquement, les injections dans le cadre des AAV vont se faire à la base du cerveau, alors que par l'antivirus, ça va être dans le cas d'une greffe autologue de moelle osseuse où on va traiter ex vivo ces cellules pour injecter une copie fonctionnelle. Mais on verra ça plus en détail. Je vous mets quelques mots-clés, mais on verra ça plus en détail dans la partie thérapie génique du professeur Bailbuisson. On a aussi les thérapies de remplacement enzymatique. Donc là, il faut imaginer que ce serait comme si on faisait une dialyse où on enverrait de la protéine UBE3A de manière régulière dans l'organisme. Donc ça, c'est le premier pilier, remplacement de l'allèle maternel. Le deuxième pilier, c'est activation de la copie silencieuse du gène UBE3A dans les neurones. Et on a différentes techniques. Alors, on verra les ASO, puisque ce sont eux, dans un premier temps, qui sont en essai clinique. Mais il existe aussi de l'édition génomique avec CRISPR, les doigts de zinc à travers ATF et des short RNA. Mais on va dire, ce qu'il faut retenir dans cette partie, c'est le but de toutes ces techniques, c'est de stop le stop. C'est vraiment de faire que le transcrit UBE3A ATS, qu'on voit sur le graphique, ne s'exprime pas pour que l'UBE3A paternel s'exprime. Ensuite, on a le pilier 3. Donc, c'est des médicaments qui visent généralement à améliorer la communication au niveau de la synapse.
Donc là, on a typiquement des molécules qui vont jouer sur IGF-1, IGF-2, qui sont des facteurs de croissance au niveau de la synapse. Et on verra typiquement qu'on a 2 molécules qui sont en essai clinique avec allogabate et neurène. Et enfin, le 4e point qui permet vraiment d'asseoir ces différentes stratégies de soins, c'est de préparer les essais cliniques. Qu'est-ce que ça veut dire préparer les essais cliniques? Il faut pouvoir caractériser les différentes drogues ou médicaments sur des modèles animaux avant de les faire sur les modèles sur l'humain. C'est aussi savoir, on va dire, ce qu'on veut mesurer dans les essais cliniques. Donc, il y a tout un travail qui est fait, notamment au niveau du consortium ABOM. Et puis, bien sûr, il y a la tenue des essais cliniques. Et là, le professeur Belbuisson vous en dira plus. Et suivant les drogues qu'on va implémenter, ils peuvent prendre en compte les différents génotypes qui ont été expliqués par Samantha. Voilà, merci. Alors, une hypothèse forte sur l'expression du gène UBE3A. Donc, on a pu observer sur des patients qui ont une forme mosaïque, c'est-à-dire qu'une forme mosaïque, c'est potentiellement une partie de leurs neurones expriment l'UBE3A et les autres neurones sont pathologiques. Et ce qu'on a pu observer avec le graphique de gauche, qui est un peu illisible, mais on va dire que c'est plutôt l'interprétation à droite qui nous intéresse, c'est que si on avait un niveau d'expression de 1 à 5% du BE3A dans les neurones du cerveau, on aurait moins d'épilepsie, voire aucune, pas de problème de marche, un peu d'ataxie, donc les troubles du mouvement, et potentiellement quelques mots là où il n'existe généralement aucun mot. Si on avait de l'ordre de 20% du BE3A, il n'y aurait plus d'épilepsie, il y aurait moins à aucune ataxie et le patient serait en mesure de parler des phrases. Et si on avait quelque chose de supérieur à 40%, on pourrait ne pas être symptomatique. Donc, ce que ça veut dire pour la recherche, c'est qu'une expression faible du BE3A aurait un impact très significatif sur la vie de nos enfants. On n'est pas obligé de forcément chercher le Graal et d'aller chercher 100% d'expression. Vous voyez qu'avec des niveaux d'expression du BE3A beaucoup plus faibles, on pourrait déjà corriger un certain nombre de symptômes. Donc ça, c'est une publication vraiment intéressante. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur cette partie où on présentait, on va dire, la stratégie de face, les différents piliers? Et si on n'a pas, pour le coup, je passerai à la partie suivante. Alors, il y en a une qui a été répondue par le professeur Belbuisson, que je me permets de faire écho, parce que je pense que c'est une bonne question d'Ariane, en disant sur les délétions, en fait, on voit qu'il y a plus de gènes en fait, que simplement UBE3A qui sont impactés. Donc, en fait, entre guillemets, si on résolvait juste UBE3A, est-ce que ça résolverait le problème? Alors, en vrai, on n'en sait rien, mais ce que disait le professeur Belbuisson, c'est oui, en fait, c'est le gène majeur. Est-ce que ça résoudrait tout? On n'en sait rien, mais ça résoudrait une bonne partie. Nadia, vous corrigez si j'ai une bêtise, mais je pense que c'est à peu près ça. Oui, c'est exactement ça, en fait. C'est le point central, en fait. Le manque du BE3A explique la majorité des symptômes. C'est pour ça qu'il y a autant de points communs entre un enfant qui a un Angelman avec une mutation BE3A et un enfant qui a ou un patient qui a une délétion classe 2 ou classe 3. Il a beaucoup de symptômes en commun. Ce qui va changer, c'est probablement l'épilepsie. Ça peut être aussi un peu de langage, mais globalement, la maladie, elle est clairement liée au manque du BE3A. Si on n'a pas de questions, je vais poursuivre sur la partie d'après, qui est liée au développement d'un médicament et voir le panorama des acteurs dans cet écosystème. Donc, le développement d'un médicament, il passe par différentes phases. Déjà, il y a la recherche fondamentale. Donc, vous voyez les échelles de temps tout en bas, donc de 1 à 10 ans. Là, c'est typiquement, et il y a encore de la recherche sur le BE3A, sur savoir son rôle exact, ses interactions avec les autres protéines. Une fois qu'on a identifié le gène pathologique, dans notre cas l'UBE3A, on va potentiellement essayer de trouver des différents médicaments. On verra qu'il y a différentes pistes. Ensuite, on va faire ce qu'on appelle des développements précliniques, c'est-à-dire on va tester ce médicament sur des modèles animaux
ou des organoïdes qui représentent, on va dire, un mini-cerveau. Et ensuite, il va y avoir une étape relativement importante qui va être d'échanger avec le régulateur pour aller vers des essais cliniques. Donc des essais cliniques, ça veut dire des essais sur l'homme. La première phase, on va dire, du développement d'un médicament, c'est une phase 1, c'est de s'assurer que le médicament n'est pas toxique. On va vouloir savoir comment agit ce médicament, à quelle vitesse et quels sont ses effets. La phase 2 d'un médicament, ça va être de tester différentes doses. En général, en phase 1, on a une seule dose et de voir s'il y a des effets indésirables graves. Donc, on est toujours sur des notions de sécurité. Et on va dire que c'est uniquement dans la phase 3 qu'on va vouloir tester l'efficacité. Bien sûr, on va aussi contrôler la sécurité. Et là, l'objet, ça va être en général de comparer une population traitée versus une population qui a le placebo. Donc, le placebo, c'est un médicament qui n'a pas la substance active. Et si ça aboutit, bah là, on va pouvoir échanger. Bon, il y a toujours des phases d'échange avec le régulateur entre les différentes phases, mais à la fin de la phase 3, il va y avoir une discussion avec le régulateur pour aller vers une commercialisation du médicament. Et en France, c'est une autorisation de mise sur le marché du médicament. Et bien sûr, il y a tout un jeu aussi de négociation par la suite du prix du médicament et de la modalité de remboursement. Alors, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est un entonnoir. C'est qu'au départ, potentiellement, on peut avoir 15 000 molécules qui peuvent interagir ou qui peuvent interagir, on va dire, avec le gène UBE3A et qui vont être testés. Par la suite, en développement préclinique, on égrène, il n'y en a que 5 000. Et puis, lorsqu'on va être véritablement sur des essais cliniques, il va y en avoir plus de 10. Et à la fin, si on a un candidat, on sera très content, puisque à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a pas de médicament qui répond de manière syndromique à la maladie Angelman. Là, ce qui est intéressant, c'est aussi de voir les ordres de grandeur en termes d'investissement. Vous voyez que sur les développements précliniques, on va être entre 2 millions de dollars. Après, la phase de passage à l'homme est relativement coûteuse, donc on estime que c'est entre 5 et 20 millions de dollars. Vous voyez qu'après les phases 1-2, ça peut être entre 8 et 50 millions de dollars. Et la phase 3, qui est la phase la plus exigeante en termes financiers, puisqu'il faut faire des études multicentriques, donc c'est-à-dire à travers différents sites investigateurs à travers le monde et une population beaucoup plus grande. Donc tout ça pour dire que FAST, qui est le premier financeur non gouvernemental, peut investiguer sur certaines phases, mais clairement, à un moment donné, il faut que ce soit des laboratoires pharmaceutiques qui fassent les dernières phases, puisque les enjeux financiers sont beaucoup trop importants. Donc là, c'est pour voir le panel de pistes qu'on a sur le syndrome d'Angelman, et vous allez retrouver les 3 piliers qu'on avait définis. Donc le pilier 1, ce sont toutes les thérapies qui sont en vert. Le pilier 2, donc sur l'activation de l'allèle paternel, ce sont toutes les thérapies en jaune. Et enfin, le pilier 3, donc les thérapies aval, sont en bleu. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'à l'aujourd'hui, il y a 23 programmes. Alors, il faut avoir en tête que l'année précédente, on avait plus de programmes, mais lié à la crise, un certain nombre d'industriels ont repriorisé leurs programmes et donc ont abandonné notamment le syndrome d'Angelman pour certains. Et vous voyez avec les étoiles tous les programmes qui sont fondés par FAST. Et ça veut dire que sur les 23 programmes, il y en a 13 qui sont financés par FAST. Donc oui, on a des thérapies, on a 5 thérapies géniques, on a une thérapie de l'antivirus en cours. Et ce qu'on va voir à travers la présentation suivante, ce sont les pistes qui sont en essai clinique. Donc, on a 2 ASO qu'on a la chance d'avoir sur le territoire français, donc Ionis et Genetics. Et on a 2 thérapies aval, Neuren et Roche, et on a uniquement Roche sur le territoire français qui est en cours d'expérimentation. Donc, tout ça pour dire qu'on a quand même de nombreuses pistes différentes et des programmes qui avancent année après année et que FAST est fort impliqué dans tous ces développements.
Donc là, ne prenez pas peur, c'est une comparaison des développements précliniques. Donc précliniques, c'est en général sur la souris. Et donc, vous pouvez voir à gauche l'ensemble des éléments qui sont testés sur la souris. Donc, par exemple, on va tester l'épilepsie, on va tester est-ce qu'elle navigue bien dans un espace donné. Et suivant les approches, donc les premières approches sont les thérapies géniques, ce qui va être intéressant de voir, c'est qu'on a plus ou moins du bleu, du vert ou du rouge. Et vert, ça veut dire qu'on a réussi à restaurer la fonction. Rouge, malheureusement, on n'y arrive pas. Et vous voyez que pour certaines thérapies, on a de plus en plus de vert. Donc ça, c'est relativement encourageant. Et par exemple, il y a aussi un élément qui est intéressant à voir dans ce tableau, c'est l'âge. Typiquement, il y a certains développements précliniques qui ont été testés sur l'adulte et qui donnent des résultats positifs. Alors après, il faut Je précise, c'est l'adulte souris. Hein. Adulte souris, oui. Là, on n'est que sur des souris. Hein. Donc, pour le coup, ça ne veut pas dire qu'on pourra transférer ça à l'homme, mais ça nous donne quand même un peu de confiance dans les thérapies qui vont passer demain chez l'homme. Donc, la première, ce sont les thérapies géniques avec les adénovirus. HSC, c'est l'antivirus. Je vous parlais tout à l'heure de la greffe de sang. La greffe de moelle osseuse. Après les ASO, c'est ce qu'on verra à travers les essais cliniques en cours. CRISP, c'est l'édition génomique et ATF, c'est les dourets de zinc. Donc, voilà ce qu'on peut dire sur cette partie. De nombreuses pistes, des choses qui sont en préclinique, mais qui sont testées de manière forte sur des modèles animaux. Et là, on va passer à la partie essais cliniques. Je ne sais pas s'il y a des questions, on va dire, sur le développement d'un médicament, le panorama des acteurs dans l'écosystème et ce slide qui peut être un peu compliqué, mais ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a beaucoup de vert, il y a un peu du rouge à certains endroits, mais on y travaille. Du moins, les chercheurs y travaillent. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire sur cette partie. Est-ce qu'il y a des questions dans l'Assemblée ou... Alors, dans la chat box, il n'y en a pas. Mais de nouveau, n'hésitez pas si les questions viennent au fur et à mesure. Et peut-être en parlant des essais cliniques plus spécifiques. Et je crois qu'on laisse la main à Nadia pour ça. Bonsoir. Donc, mais vous m'entendez bien, oui, je pense. Hein. Ouais, c'est bon. Donc, je vais vous parler donc, des essais cliniques en cours et à venir dans le syndrome d'Angelman. Donc, ça, c'est une diapositive de synthèse pour vous expliquer ce qui est en cours actuellement en France. On a 3 essais qui sont ouverts, qui sont des essais qui vont agir principalement pour 2 d'entre eux dans le pilier 2 et dans le 3e, c'est le pilier 3 dont Anthony vous a parlé. Donc, ce sont des essais, dans tous les cas, des essais de phase 1-2, c'est-à-dire des essais qui visent à évaluer la toxicité de ces médicaments. Et vous allez voir que pour tous ces essais, il y a une phase de traitement et pour 2 d'entre eux, il y a une phase d'entretien. À chaque fois que les enfants sont rentrés dans les essais, il y a d'une part le médicament qui est administré, mais surtout il y a toute une série de paramètres qu'on évalue, des paramètres de toxicité, mais aussi des paramètres dits d'efficacité, avec des échelles cliniques, des examens complémentaires comme des électroencéphalogrammes, parfois des IRM, et des tests dans tous les sens qui nécessitent de venir à l'hôpital quasiment une fois par mois. Il y a également des procédures qu'on suit à la maison et les patients qui sont inclus dans les essais ont des journaux de sommeil, d'épilepsie, de marche pour justement monitorer au plus près l'impact des traitements qui sont administrés sur l'évolution de l'enfant. Alors, on va parler successivement du premier essai clinique qui est celui qui s'appelle, le premier essai qui est un NISO Ionis. Un deuxième essai qui est donc par une boîte qui s'appelle Ultragenix, qui est donc le GTX. Et puis ensuite, je vous parlerai de molécules orales, Allogabat et Eneren. Donc, Ionis, c'est un essai, donc, comme je vous l'ai dit, un essai d'un ASO, un oligonucléotide antisense, en phase 1-2, c'est-à-dire étude de toxicité, et le programme qui s'appelle ALOS. C'est un programme qui a débuté en 2022 en Europe, mais qui avait débuté avant aux États-Unis.
Et le but, enfin, le mode d'administration de cet oligonucléotide, c'est comme une péridurale en fait. Hein. Comme vous le voyez sur la diapositive, en fait, on fait des ponctions lombaires aux enfants, on retire plusieurs tubes de liquide céphalorachidien pour ne pas qu'ils aient trop de liquide dans le cerveau, et ensuite on leur injecte le produit dans l'espace, dans le liquide céphalorachidien pour qu'il monte après au cerveau. Alors, le but, comme je vous l'ai dit, c'est évaluer la tolérance, mais on regarde également des paramètres d'efficacité. C'est ce qu'on appelle un essai ouvert, c'est-à-dire que tous les enfants qui ont été inclus ont eu le médicament, il n'y a pas de placebo dans une phase 1-2. Et pour Ionis, il y avait plusieurs dosages. Et en France, nous avons eu un seul patient qu'on a pu inclure, qui est dans la cohorte de 5 ans et qui a eu la dose maximale de 80 mg. Aujourd'hui, on peut ce patient est en phase d'évaluation et il va continuer en phase d'entretien. Pour le moment, le médicament est bien toléré. On n'a pas d'effet indésirable grave qui aurait pu conduire à une sortie d'essai. La suivante. Donc nous, en fait, on est à une petite goutte d'eau dans un recrutement beaucoup plus important. Il y a plus de entre 50 et 80 enfants qui sont prévus pour cette phase 1-2. Et à Miami, on a eu les étudiants, les résultats intermédiaires, puisqu'au cours de l'essai, le promoteur, l'industriel, analyse régulièrement les données au fur et à mesure avec tous les 3 mois une analyse intermédiaire des résultats pour pouvoir dire on continue, on s'arrête, que fait-on. Donc on sait que le recrutement est terminé. Vous voyez, il y a eu 51 patients qui ont été recrutés ce qu'on peut dire d'ores et déjà, c'est qu'il n'y a pas eu d'événements indésirables à l'ensemble des doses, c'est-à-dire 20, 40 et 80 mg. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que les premiers résultats qui sont des résultats qui ne sont pas contre placebo, donc c'est des résultats plutôt subjectifs, c'est que quand on regarde les paramètres d'efficacité qui sont l'électroencéphalogramme, on a observé qu'il y avait une amélioration de l'électroencéphalogramme. On mesure ce qu'on appelle le delta power, qui sont les figures caractéristiques du syndrome d'Angelman, et on voit que ce delta power s'améliore. Et puis après, dans les échelles dans 2 échelles qu'on pratique chez ces enfants, l'impression globale d'amélioration, on voit les parents décrivent une amélioration sur 5 paramètres qui sont le sommeil, le comportement, la communication, la motricité fine et la motricité globale. Donc, ils voient une amélioration qui est sensible pour les premières, en tout cas sur la cohorte intermédiaire qui nous a été présentée. Et puis, on a également observé une amélioration dans l'échelle de Belaïs, qui est en fait une échelle quasiment de quotient de développement qui a été fait au début du traitement et puis ensuite après 3 mois de traitement. Donc aujourd'hui, ce qu'on a pu entendre à Miami, c'est que on a tous les éléments pour pouvoir dire que cette phase 1-2 est terminée. Il a été concluant, c'est-à-dire qu'il n'a pas montré de toxicité. Et donc du coup, Ionis est probablement une autre boîte avec laquelle il collabore, parce que, comme vous l'a dit Anthony, c'est des essais qui sont extrêmement coûteux. Ionis est une petite boîte et probablement elle n'aura pas les reins suffisamment solides pour envisager un essai de phase 3. Mais une chose est sûre, cet oligonucléotide en 6 sens va passer à l'étape suivante qui va être donc un essai d'efficacité de plus grande ampleur pour lequel on va tirer au sort les enfants et on va faire contre placebo, c'est-à-dire que soit on est tiré au sort pour rentrer pour avoir la drogue injectée, soit on est tiré au sort pour avoir le placebo. À la fin, le but de cet essai, c'est de mesurer l'efficacité pour pouvoir ensuite après aller sur le marché. Donc en gros, cet ASO a déjà passé la première étape. Il y a la deuxième étape qui sera l'essai de phase 3. La diapositive suivante, c'est le deuxième ASO. Alors, en fait, ça, c'est des petites subtilités génétiques. On peut avoir un oligonucléotide en 10 sens. C'est un peu comme une rustine dans le génome. Vous voyez, on met un petit patch qui permet de corriger un symptôme génétique, une anomalie génétique. Mais on sait que ces patchs, ils durent entre 1 et 3 mois. Donc, il faut réinjecter régulièrement et on peut avoir différents types de patchs.
Alors, il y a eu le patch Ionis et puis il y a le patch Ultragenyx. Le patch Ultragenyx, c'est un oligonucléotide antisens qui s'appelle GTX 102. Et là aussi, c'est un essai de phase 1-2 pour lequel en France, on a eu la chance d'avoir 7 créneaux, 7 patients inclus. 5 à Necker et 2 à Marseille, qui sont des enfants entre 4 et 8 ans. Alors là, ils sont inclus, ils sont tous en phase d'évaluation, ils vont passer en extension dans peu de temps avec une escalade des doses qui est prévue. Le but de l'essai, c'est exactement comme Ionis, la sécurité avant tout, c'est-à-dire est-ce que c'est toxique, est-ce qu'il y a des effets secondaires, et pour l'instant on n'en a pas vu. Et le deuxième objectif, qui est un objectif secondaire, c'est de voir la pharmacocinétique, c'est-à-dire en gros comment se distribue l'oligonucléotide dans le sang. Et puis, un objectif qu'on dit exploratoire, c'est-à-dire on regarde des données d'efficacité qui sont sur le journal de sommeil, le journal de l'épilepsie, le journal de la marche, des échelles que les cliniciens on pratique, c'est l'échelle de Belaïs, l'échelle d'amélioration, l'échelle d'ORCA de communication. Enfin, on fait un certain nombre d'échelles pour essayer de voir est-ce que finalement, quand on fait ces injections, est-ce qu'on observe une amélioration chez l'enfant. Donc, comme pour Ionis, c'est un essai ouvert, c'est-à-dire que tous les enfants qui ont été inclus bénéficient du traitement, il n'y a pas de placebo, et dès qu'ils auront fini la phase exploratoire, tous vont rentrer dans l'extension à long terme. C'est-à-dire qu'on n'arrêtera pas le médicament une fois la sortie. Ils bénéficieront toujours du traitement, sauf si les parents retirent le consentement naturellement. Alors, là aussi, la suivante. Là aussi, à Miami, on a eu des résultats intermédiaires parce qu'on a d'autres pays, le Canada, le Canada et l'Australie, ont déjà des patients qui sont en extension, c'est-à-dire qu'on peut évaluer des résultats intermédiaires. Et ce qu'on a pu nous présenter, c'est que finalement, on avait observé par rapport, alors là, on compare avec l'étude d'histoire naturelle, on ne va pas comparer par rapport à un placebo parce qu'on n'a pas. Donc, par rapport aux données d'histoire naturelle, ce qu'on observe, c'est que les patients qui ont été soumis à un traitement ASO Ultragenyx avaient une amélioration globale de la cognition. Ils ont vu une amélioration également de la communication réceptive, et comprennent mieux les choses. Ils ont également vu une amélioration sur la motricité globale et une amélioration sur le sommeil. Nous, en France, pour l'instant, on est beaucoup trop tôt. On est au mieux au jour 113 de l'essai. Donc, on n'est pas encore suffisamment loin pour pouvoir faire ces résultats intermédiaires. Mais bien sûr, dans quelques mois, on pourra déjà avoir des réponses sur nos 7 patients français. La suivante. Donc ça c'était donc toujours sur Ultragenyx. Donc je vous ai montré des données d'efficacité, donc très subjectives encore une fois, mais on a aussi des données de sécurité sur 58 patients. Et là aussi, on est plutôt très rassuré de ce qu'on a pu observer sur les larges cohortes, parce que vous voyez que les effets secondaires les plus fréquents sont relativement rares, c'est-à-dire ça va être les vomissements qui sont principalement liés à la sédation qu'on impose à ces enfants quand on leur fait l'injection intratécale. Donc, on est obligé de les endormir et certains ne supportent pas bien la sédation. Mais ça correspond à un tiers des cas. On peut aussi avoir des phénomènes de fièvre, 17%. On peut avoir des phénomènes de pharyngite dans 14% des cas. Et vous voyez, l'affection à coronavirus qui n'a probablement pas un lien avec l'injection intratécale, mais qui a été relevée comme étant un effet indésirable, des chutes dans 9% des cas, et un syndrome post-ponction lombaire, c'est-à-dire quand on injecte probablement plus de liquide que ce qu'on a enlevé. En tout cas, il peut y avoir des situations où on a des enfants qui ont ce qu'on appelle les syndromes post-PL, avec des maux de tête, des vomissements, et c'est 10% des cas. En tous les cas, c'est clairement un médicament qui semble être très bien toléré sur une longue échelle. C'est vrai que moi, mon expérience, c'est que parfois certaines injections ponctuellement se passent moins bien, mais globalement, quand on les multiplie, on se rend compte que la somme, au fond, le traitement est assez bien supporté. La suivante. Donc ça, c'était les deux... pardon, oui. Du coup, sur Ultragenyx, est-ce qu'on peut faire le même statement qu'Ionis, que le plus vraisemblable, c'est que ça passe en phase 3?
Oui, alors oui. D'ailleurs, ils l'ont annoncé en fait, hein. La phase 3, le protocole est en cours de mise en place. Ils sont déjà en train de recruter, d'ouvrir les centres. Et donc, par exemple, à Necker, ils nous ont demandé si on était partant pour être présent pour la phase 3. Et évidemment, on a dit oui. Donc, oui, ils se mettent complètement en ordre de marche pour envisager une phase 3 une fois qu'ils auront évidemment, parce qu'il faut clôturer complètement la phase 1-2 pour ouvrir une phase 3, mais ils la préparent. Donc, ça veut dire que toutes les données intermédiaires sont plutôt encourageantes pour Ultragenyx également. Merci. Donc, ça, c'est les deux oligonucléotides antisense ASO qui sont aujourd'hui à l'essai dans le syndrome d'Angelman. Il n'y en a pas d'autres, à notre connaissance, qui sont à l'essai. Et par contre, il y a d'autres stratégies thérapeutiques qu'on pourra imaginer aujourd'hui de façon indépendante, mais probablement à long terme. Ce qu'on pense, tous les experts, c'est que probablement pour traiter un syndrome d'Angelman, on aura besoin d'un petit cocktail qui va être probablement des oligonucléotides antisense avec des thérapies d'aval. Aujourd'hui, on est obligé de les tester de façon indépendante. Et la première thérapie d'aval qui est en essai dans le monde, c'est Allogabat. Allogabat, donc, c'est une drogue qui vise à moduler les récepteurs GABA. Vous avez vu dans la présentation de Samantha que dans la délétion 15q, il y a des récepteurs GABA qui sont emportés. Et ces récepteurs GABA vont aggraver la maladie, notamment sur le plan du comportement, du sommeil, des crises d'épilepsie. Et donc, c'est une véritable cible pour les traitements d'essayer de moduler ces récepteurs GABA en plus du traitement du dysfonctionnement du BE3A. Alors, c'est un essai de phase 2 pour lequel 3 centres ont été ouverts en France, d'autres dans le monde, mais on a 3 centres en France, un à Necker, un à Marseille et un à Brest. Et c'est donc, comme je vous l'ai dit, un essai ouvert pour la toxicité. La contrainte majeure de cet essai, c'est qu'il faut absolument avoir les bornes de la délétion. Je ne vous ai pas parlé des critères d'inclusion dans les 2 autres essais, mais il fallait avoir une délétion qui avait été faite dans le cadre du diagnostic avec des tests type fiche, cariotype. En fait, c'était une pratique courante de diagnostic génétique. La CGHRS, c'est quelque chose qui est une pratique courante depuis 5 ans. Donc, quand on a un patient de plus de 10 ans, en général, il n'a pas eu son diagnostic de syndrome d'Angelman avec une CGHRS. Malgré tout, les patients qu'on inclut aujourd'hui dans l'essai Allogabat ont plus de 10 ans. Et donc, du coup, le challenge qu'on a vis-à-vis des familles, c'est de dire, oui, vous avez une délétion, mais est-ce que vous avez eu une CGHRS? Et donc, il faut à tout prix que finalement, les patients qui veulent être inclus dans les essais aient eu une CGHRS. Et on pourra en parler au moment de la discussion. Comment est-ce qu'on va pouvoir répondre à ce problème-là? Il faut que chacun des patients ait recontacté son médecin référent en disant « Je souhaite avoir une CGHRS parce que c'est le seul moyen que j'ai pour être inclus dans les essais thérapeutiques. » Donc, quel est le programme d'Allogabat en France, non, dans le monde? C'est 56 patients, garçons-filles, entre 5 et 17 ans, avec une première cohorte de 15-17 ans qui est fermée aujourd'hui. On va ouvrir la 10-14 ans, et puis après, on va descendre vers les 5-10 ans. Tous les patients ont une délétion qui emporte les gènes GABA, le cluster GABA. Et puis voilà. Alors, le protocole est derrière, oui. Est-ce que vous pouvez préciser ce qu'il y a un recrutement concurrentiel qu'on retrouve sur tous les essais cliniques? Alors, un recrutement concurrentiel, c'est, on a un industriel on a un protocole qui a été soumis par un industriel et on considère que le nombre de patients nécessaires pour clôturer l'essai et avoir sa conclusion est de temps. Par exemple, 56 patients pour Allogabat, 51 pour Ionis, je ne sais pas, 80 pour Ultragenyx, par exemple. Le promoteur va ouvrir 10 centres dans le monde. Le but, c'est de recruter le plus vite, et donc il faut que les patients soient recrutés le plus vite possible pour qu'on arrive le plus vite possible aux 80. C'est-à-dire qu'en gros, les 10 centres qui sont ouverts sont en concurrence pour aller le plus vite possible vers les 80. Ça veut dire, en gros, quand on nous dit
au 1er janvier, vous avez 5 places, si au 1er mars, vous n'avez pas inclus, vous avez un risque majeur de perdre vos places parce que votre petit copain d'Israël, votre petit copain de UK ou votre petit copain d'Allemagne les a pris parce qu'il était plus rapide que vous. C'est ce qu'on appelle un recrutement concurrentiel, c'est-à-dire que vous n'êtes jamais assuré d'avoir vos places tant que vous ne les avez pas occupées. Parce que tout le monde a des places qu'on peut vous piquer. Très clair, merci. Peut-être du coup, j'en profite parce que du coup, il y a quelques questions. Alors, il y a une première question de Stevie. Que je lis tout haut. Le mode d'administration pour les ASO seront forcément via intratécal, même post-phase de test, avec une fréquence de, non, point d'interrogation, avec une fréquence de 3 mois, point d'interrogation. Alors, je pense que les ASO, il n'y a pas d'autre programme que l'intratécal. Vous allez voir pour la thérapie génique que c'est plutôt intracérébral. Les ASO seront probablement toujours en intratécal. La question qui se pose, c'est que au bout d'un moment, et on l'a vu, enfin nos collègues de Rush l'ont vu, au bout d'un moment, ça devient usant pour les enfants et leurs familles de faire des ponctions lombaires. Et donc, ce qu'on envisage, c'est probablement de mettre des réservoirs, un peu comme on fait en cancéro, c'est-à-dire en gros un cathéter qu'on laisse à demeure et ce qui évite qu'on les pique systématiquement. La deuxième question, c'est la fréquence tous les 3 mois. Les gens qui sont à l'étude à long terme se rendent compte qu'il y a ce qu'on appelle les effets de fin de dose. C'est-à-dire qu'en fait, avec le temps, ce que les parents observent, c'est qu'ils voient une amélioration pendant 2 mois, 2 mois et demi. Et dans les 15 jours qui précèdent l'injection suivante, ils ont l'impression qu'il y a des symptômes qui avaient disparu qui réapparaissent. Et donc, la question qui s'est posée la dernière fois lors du meeting investigateur d'Ionis, c'était de savoir, est-ce qu'on n'a pas intérêt, une fois qu'on aura mis un cathéter, à probablement rapprocher chez les enfants qui ont un effet de fin de dose à tous les 2 mois pour éviter cette chute qui est assez angoissante, en fait, finalement, puisqu'on voit les symptômes réapparaître alors qu'on pense que finalement, on est passé à autre chose. Donc, la fréquence, elle est déterminée par le protocole. À long terme, probablement, ce sera différent. Et après, du coup, je crois que Sonia a levé la main. Donc, Sonia, je ne sais pas si tu veux poser ta question. Oui, bonsoir tout le monde. Je voulais poser une question sur Allogabat et sur l'essai Roche. Quelle est la taille en fait de la délétion? Parce que qu'est-ce qui représente une grande délétion et à combien s'élève la délétion maximum entre guillemets chez les enfants Angelman? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième question sur cet essai-là, je n'ai pas entendu, les essais sont fermés en France sur le recrutement des enfants grands. Alors oui, c'était l'histoire du recrutement compétitif, c'est-à-dire qu'en fait, pour répondre à cette question ponctuellement, en fait, ils ont 2 vagues il y aura, ce qu'ils nous ont expliqué, c'est qu'il y a 2 vagues de recrutement. Il y a une première où on va faire 15-17, 10-14 ans, 5-10. Et ensuite, ils vont faire une analyse intermédiaire et ensuite, ils vont refaire un nouveau recrutement, 15-17, etc. Donc, pour la phase 1, c'est fini pour les 15-17 et maintenant, c'est 10-14. Et il va y avoir probablement une deuxième vague sur les 15-17 une fois que les petits seront passés. Mais Necker ils ont été… Oui, pardon, oui. Est-ce que Necker a recruté les 15-17? On n'en a pas recruté, non. D'accord. Et donc, du coup, là, maintenant, on nous a annoncé qu'on pourrait recruter à partir entre janvier et mars. Ils vont nous donner un feu vert parce que c'est vraiment le promoteur qui donne le feu vert pour nous dire, là, maintenant, vous pouvez recruter les 10-14 ans. Et en fait, la grosse limite, c'est que la plupart des patients n'ont pas de CGH arrêt disponible. Donc, quand on les appelle et on dit, voilà, il faut avoir une CGH arrêt pour avoir les limites de la délétion, c'est une délétion de classe 1 ou 2, je ne sais plus. En tout cas, c'est une délétion qui emporte. Elles sont classiques, hein, la délétion. Il n'y a pas, on ne prend pas les délétions atypiques, on ne prend que la classe 1-2 qui emporte les récepteurs GABA. Et donc, si les patients ont une CGH arrêt, on peut répondre très rapidement oui, on peut vous inclure demain. S'ils n'ont pas de CGH arrêt, eh ben, c'est quasiment impossible de les inclure parce que le temps qu'ils contactent le généticien et que la CGH arrêt soit faite, on en a pour 3 mois. Donc, c'est pour ça que, en fait, moi, j'engage les patients qui envisagent de rentrer dans les essais, que ce soit Roche ou à l'avenir, à mon avis, tous les essais vont le demander. C'est eux qui sont un peu novateurs et qui disent on veut une CGH arrêt, donc ça nous met dans une situation contraignante, mais probablement à long terme, et ce sera vrai pour la thérapie génique aussi, ils vont exiger d'avoir les limites de la délétion. Donc je crois que clairement, les familles qui veulent s'engager, qui veulent engager leur enfant dans un essai dans l'Angelman doivent à tout prix contacter leur généticien pour avoir une CGH arrêt.
Et du coup, est-ce que, Nadia, vous pouvez répondre à la question de Sonia plus précise, de dire, par exemple, pour cet essai-là en particulier, il faut une taille de combien de délétion pour, si on est à 5.2, est-ce que ça marche ou 4.5 voilà, c'est quoi la borne Alors, je la connais pas par cœur. Il faudrait que je regarde dans le protocole, mais elle est clairement établie. Hein. Ok, oui, si ça vous embête pas en follow-up, on se le marque. Aucun problème. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de questions là-dessus, sur la taille de la délétion. Mais... Parfait. Pour le coup, il y a Neuren aussi qui est en thérapie aval. Oui, alors Neuren est une. Donc là, c'est une autre thérapie aval qui a pour but de réguler un facteur de croissance cérébrale qui est l'IGF-1. Alors, ce médicament, il est déjà à l'essai dans une autre maladie qui est la délétion 22q13 et qui semble avoir une efficacité. Et il est également, cette même molécule est en essai de phase 2 en Australie. Et pour le moment, on n'a pas encore en tout cas, c'est un traitement oral et pour l'instant, on n'a pas de résultats préliminaires. Et peut-être pour dire qu'il y a 4 essais dans le monde et les 3 essais sur lesquels la France pouvait se positionner sont sur le territoire et c'est quand même un vrai succès de 2023. Et notamment de Necker. Je peux aussi remercier le professeur Balbuisson puisque à Necker, on a les 3 et c'est quand même une vraie chance, quoi. Et après, je pense qu'on se félicite aussi d'avoir Marseille, donc avec le professeur Nul, et Brest, là, le petit dernier qui est en train de suivre, parce que ça permet aussi pour les familles qui ne sont pas basées à Paris aussi d'avoir peut-être un peu moins de distance pour aller chercher des essais cliniques. Donc, je pense qu'on est ravis aussi d'avoir d'autres centres qui s'ouvrent. Il y a une question de Dorothée. Comment les recrutements sont-ils faits par rapport aux mails envoyés par les familles à l'adresse mail initiale à Necker? Alors, donc ce qu'on a fait, c'est que évidemment on a essayé de se conformer au maximum aux données, enfin en tout cas aux données de sécurité des patients. Et donc ce qu'on a, on a gardé les patients qui pouvaient, on a gardé des papiers de mail en tout cas pour pouvoir dire ok, ce patient a candidaté pour cet essai. Donc on a pris par ordre d'arrivée. Les plus vieux, en sélectionnant les plus vieux et par ordre d'arrivée, en disant ok, voilà les 15-17 ans, voilà, ils ont donné leur accord pour participer à un essai, donc on les a recontactés, on avait prévu les recontacter comme ça. Maintenant, les 15-17, c'est enfermé, on va reprendre la liste et prendre les 10-14 ans. D'accord, merci. Mais en fait, ma question concernait par exemple des patients de Marseille, parce que j'ai cru comprendre qu'à Marseille, Mathieu Mille ne procède pas forcément comme ça. Et finalement, un patient de Marseille dont la famille s'est manifestée au départ à Necker peut être, il est potentiellement contacté par Mathieu Mille. Potentiellement, on n'a pas chaque centre investigateur est autonome dans sa méthode de recrutement. Moi, j'avais décidé de faire quelque chose qui était, je voulais absolument pas prendre des Parisiens. J'avais décidé d'ouvrir à tout le monde, ce qui n'est pas forcément confortable pour l'investigateur, mais qui me semblait plus faire. Mathieu, il a décidé plutôt de prendre des patients qui étaient plutôt autour dans son périmètre, et on s'est entendu, c'est-à-dire que si idéalement, moi, si dans la liste il y avait des Marseillais, je les aurais probablement pas pris. D'accord. Mais on a chaque investigateur, on n'a aucune contrainte de méthode de recrutement. Chacun fait comme il veut. Le promoteur ne nous demande absolument pas de faire comme il n'y a pas de méthode. Oui, c'est ça. C'est vous les. Chacun fait comme il veut. On décide, voilà, exactement. Ok, merci beaucoup. Merci Dorothée. Sonia, je crois que tu as toujours la main levée. Du coup, c'est juste pour savoir si c'est une autre question ou si c'est parce que tu as oublié de baisser la main. Non, j'avais rebaissé la main. Du coup, est-ce qu'il est pertinent de postuler dans tous les centres qui sont ouverts? Est-ce qu'on doit multiplier les candidatures? Mais le problème, c'est que oui, de toutes les manières, oui, si c'est ça la question, mais toute la question, c'est il faut savoir si les centres investigateurs appellent la candidature ou pas. C'est-à-dire que
il y a des investigateurs qui décident qu'ils vont prendre dans leur cohorte, dans leur patientèle, donc ils ne vont pas prendre des candidatures de patients qui ne suivent pas, par exemple, ce qui est la pratique habituelle. Nous, on a fait le choix de ne pas faire comme ça, c'est-à-dire que moi, j'ai recruté des patients que je ne connaissais pas, mais habituellement, un centre investigateur prend dans les patients qu'il connaît. Donc, il faut contacter les autres centres pour savoir s'ils recrutent dans les patients qu'ils suivent ou s'ils vont recruter à l'extérieur. C'est très inhabituel de prendre des patients qu'on ne connaît pas, surtout en phase 1-2. Hein. Mais peut-être une précision, Nadia, si les cohortes, par exemple, sont fermées 15-17 ans à Necker, elles sont fermées sur tout le territoire. Ah oui, ça c'est clair. Voilà, exactement. Il n'y a pas de nouvelles cohortes qui sont ouvertes à Marseille et pas à Necker. C'est national. Exactement. National, et peut-être juste pour préciser qu'on parlait de phase 3, et l'idée aussi de Fast France, c'est de faire qu'il y a d'autres centres qui ouvrent sur le territoire pour peu qu'ils aient les capacités de répliquer le protocole. Donc voilà, l'enjeu, il est aussi celui-ci, c'est d'être plus nombreux demain sur le territoire pour pouvoir faciliter, on va dire, l'accès à plus de patients. Et le problème, c'est qu'il y a un enjeu économique qui nous dépasse largement. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on ouvre un centre, qu'un promoteur ouvre un centre, c'est des milliers d'euros. Et donc, du coup, je pense qu'ils veulent… ils pourront ouvrir beaucoup de centres à partir de la phase 3, en fait. Oui, parce que pour la phase 1-2, ils vont jamais ouvrir plus que 2 centres. Ça coûte très, très cher pour très, très peu de patients. Parce que vous voyez, 5, on est un des plus gros recruteurs européens. Donc, je pense qu'ils n'ouvriront pas plus. Du coup, Nadia, on parlait vraiment de la phase 3, du coup, ici, sur d'autres centres, pour couvrir davantage le maillage géographique français. Oui, ça c'est bien. Alors, pour changer de sujet. Pour faire la transition, parce que c'est quelque chose qui nous a marqué à Miami, c'était est-ce que la thérapie génique, ça pourrait devenir une réalité ou ça reste toujours de la science-fiction? Et derrière thérapie génique, on a les différentes techniques qui sont listées dessous. Et on voulait commencer à introduire un peu ce sujet parce que ça nous paraît vraiment important et donc donner un peu de vocabulaire et un peu notre positionnement aussi à l'heure d'aujourd'hui. Alors, la thérapie génique, là, je vous ai parlé de rustine, hein, je vous ai parlé de médicaments qu'on met, qu'on enlève ou qu'on met, qui disparaissent. La thérapie génique, c'est très, très différent. On va modifier le génome. C'est là, on ferait de la véritable réparation de l'erreur génétique. Alors, ça veut dire qu'on va introduire le gène normal et idéalement, on va introduire le gène normal et parfois enlever le gène malade. Alors, pour le syndrome d'Angelman, il y a 2 types de thérapies géniques qui sont envisagées. La première qui est dite in vivo. Et là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la copie du gène normal, enfin le gène qui doit réparer. On va le mettre dans un vecteur viral. Donc, le vecteur viral, c'est le transporteur. Et ce vecteur viral, on va l'injecter directement en intracérébral. Et l'objectif, c'est de faire une seule injection. Et cette injection va permettre de réparer un maximum de cellules malades. Alors, par exemple, pour un vecteur qui est dit AAV, sa disponibilité elle est entre 10 et 20% des cellules. Et on espère, pour l'instant, évidemment, aucun critère d'efficacité, on n'a aucune donnée de toxicité, on n'a que des données de souris. On estime qu'avec 10 à 20%, on peut améliorer, on peut corriger au moins partiellement le phénotype. Donc, cette thérapie génique in vivo, elle est dans le process pour être en essai de phase 1-2, probablement en 2026. Et on est déjà, nous, à Necker, en positionnement pour pouvoir participer à cet essai et on aura 1 ou 2 enfants a priori. La deuxième thérapie, c'est une thérapie qui est dite ex vivo. Alors là, c'est également la copie normale du BE3A qui est également dans un vecteur viral. Ce n'est pas le même virus, il y en a un, c'est l'adénovirus, là c'est un lentivirus, bref, c'est un autre type de virus. Mais là, ce virus, on ne va pas le mettre directement dans le cerveau, on va le mettre dans les cellules sanguines de l'enfant ou du patient. Et ces cellules sanguines,
ensuite, on va les réinjecter dans le sang de l'enfant, un peu comme quand on fait une greffe de moelle chez un enfant leucémique. Le but, c'est d'utiliser les cellules sanguines pour ensuite aller coloniser des cellules du cerveau qui vont pouvoir après atteindre les neurones. C'est une version un peu plus compliquée, mais qui semble montrer des résultats. Et donc, a priori, elle pourrait être intéressante. L'avantage de cette technique, c'est qu'on utilise l'antivirus et la capacité d'infecter les neurones de l'antivirus est nettement supérieure à celle des AAV. Donc, possiblement, les deux thérapies seront en phase 1-2 et on les mettra en compétition pour voir quelle est celle qui est la moins toxique et après, évidemment, celle qui est la plus efficace. Dans tous les cas, c'est des thérapies qui vont être one shot. Il n'y aura pas de retour en arrière. C'est-à-dire que il ne faut pas se tromper. C'est d'où l'importance, évidemment le temps pour les mettre en place et l'importance de ne pas se tromper parce que là, on ne pourra pas revenir en arrière. Une fois que les virus seront administrés, eh ben, on pourra plus les enlever en fait. La suivante. Peut-être spécifier qu'il y a un inconvénient dans les modifications ex vivo qui est qu'on travaille sur les cellules souches du patient. Donc, on est obligé de faire du spécifique, alors que l'AAV est fait de manière générale et potentiellement, s'il marche, on l'injecte de manière uniforme dans les patients. Donc ça, c'est une histoire de gros sous, mais en gros, à droite, ça coûte beaucoup plus cher qu'à gauche. Oui. Et donc, en fait, donc vous avez vu, c'est évidemment, c'est le Graal, hein, c'est ce qu'on cherche, c'est ce que toutes les familles cherchent, tous les médecins cherchent. L'objectif, c'est vraiment de corriger la maladie. Mais évidemment, il y a un nombre de freins monumental. Le premier, c'est comment est-ce qu'on arrive directement aux neurones, parce que c'est pas parce qu'on met dans le cerveau qu'on va aller aux neurones. Dans le cerveau, il y a des oligodendrocytes, il y a plein de types de cellules, des microglies, il y a des neurones, mais nous, on veut corriger les neurones. Donc, la première chose, c'est d'aller directement sur notre cible, et ce n'est pas gagné. Un virus, par définition, ça déclenche une réponse immunitaire et donc on sait qu'il y a un risque sur la réponse immunitaire. Donc ça, c'est l'autre question qu'il faut adresser. On a d'autres techniques qui peuvent être utiles. On va parler du CRISPR, par exemple. On a des problèmes de diffusion, on a des problèmes d'effets indésirables graves. On sait qu'il y a un risque de cancer à long terme dans certaines thérapies géniques. Il y a aussi des questions très pratiques qui est, on veut faire des injections intracérébrales, mais il faut avoir des neurochirurgiens qui sont capables de mettre des réservoirs. Il faut créer ces virus et ces virus, ça nécessite une production industrielle qui est très coûteuse et le prix final du médicament est monstrueux. On le sait pour d'autres maladies, la SMA en particulier. On sait que c'est des thérapies qui coûtent extrêmement cher et donc évidemment, elles seront disponibles au plus grand nombre que si elles montrent un maximum d'efficacité. Mais aujourd'hui, on a deux programmes qui vont clairement avancer, celui de Transformatix et celui de Jim Wilson, qui est donc encore un programme académique, mais qui vont nous permettre d'essayer, enfin en tout cas de proposer l'essai de toxicité pour l'AAV in vivo et pour l'antivirus ex vivo. Dorothée, je n'oublie pas ta question, mais je finis. Dorothée, je n'oublie pas ta question, mais on finit juste sur cette charte-là et on a tout derrière. On a perdu Nadia. Je crois qu'on a perdu Nadia. Tu veux le faire? Je peux le faire, on va dire les trois. Pardon, oui, j'avais oublié de mettre mon micro, je suis désolée. Je peux poser ma question? Oui, alors, oui, mais du coup, c'est juste que je crois qu'on a perdu Nadia. Elle va se reconnecter. Je vais juste commenter, on va dire, la dernière charte. Donc, on a vu qu'il y avait deux programmes qui vont passer en essai clinique ou qui sont en passe de passer en essai clinique sur l'AAV et l'antivirus, donc les méthodes in vivo et ex vivo. Et l'autre chose qui nous a paru criante, c'est la révolution CRISPR. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas CRISPR, c'est un ciseau moléculaire qui permet, on va dire, de faire de l'édition génomique et donc potentiellement qui peut être utilisé notamment sur la voie de l'activation de l'allèle paternel. On va essayer d'enlever le fameux antisens qui nous gêne. Typiquement, le NIH, donc qui est le ministère de la Santé américaine, a investi 40 millions de dollars pour développer une plateforme liée à l'activation de l'allèle paternel avec cette méthode CRISPR. Et dans les deux maladies concernées, il y a le syndrome d'Angelman.
Donc, c'est une subvention sur 5 ans et c'est un partenariat entre l'Université de Yale, l'Université de Rush et FAST pour financer cette plateforme. Et donc, il y a 26 millions qui sont consacrés pour préparer l'essai clinique, avec notamment toutes les phases de développement préclinique, et 13 millions, un peu plus de 13 millions pour réaliser l'essai clinique de phase 1-2. Donc ça, c'est aussi encourageant, on va dire, puisque même le ministère de la Santé américaine, maintenant, subventionne, on va dire, l'établissement de ce genre de plateforme. Et ce qu'on peut dire, c'est que CRISPR, il y a eu l'approbation très dernièrement de cette technique d'édition de ciseaux moléculaires pour 2 maladies du sang, qui sont écrits entre parenthèses au UK et aux USA, et c'est une première à l'échelle mondiale. Donc, ça pour dire qu'on a changé d'horizon aussi avec ces différentes méthodologies qui commencent à arriver chez l'homme, mais bien sûr, on n'a pas encore assez de recul. Je ne sais pas si le professeur Bédusson est revenu. J'ai essayé de meubler sur la révolution CRISPR, mais voilà, c'était pour dire que c'était aussi la troisième voie qu'on avait vue. Mais voilà, je vous laisse commenter ou rajouter. Oui, dans beaucoup de maladies, le CRISPR, c'est intéressant. C'est les ciseaux moléculaires pour lesquels il y a eu un prix Nobel. C'est ce qu'on adorerait faire, c'est-à-dire couper l'allèle muté et le remplacer. Ça fait partie des. En gros, c'est la boîte à outils qui peut être intéressante dans n'importe quelle maladie génétique. Et donc, le CRISPR pourrait être intéressant mais pour l'instant, on n'a pas encore de résultats là-dessus. Hein. Il y a eu de l'investissement dans la recherche, mais on n'a pas encore de choses qui vont montrer, en tout cas, qui vont nous permettre de faire un essai pour le moment, hein, si je ne me trompe pas. Alors, on a un budget consacré où notamment la deuxième partie est liée à un essai clinique, mais ça dépendra des développements précliniques. Voilà, exactement. Voilà, Tout à fait. Du coup, Dorothée, tu veux poser ta question? Oui, merci. Oui, je m'interroge toujours sur enfin, je veux dire, quand on entend thérapie génique, effectivement, le modèle est, je dirais, séduisant. Après, moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a aussi toute la partie. Bon, une fois qu'on pense qu'on a mis au point, une thérapie efficace avec des effets secondaires acceptables. Mais c'est la partie négociation économique. Quand on voit ce qui s'est passé dans la bêta-thalassémie, les formes sévères de bêta-thalassémie avec le Zynteglo, qui a été approuvé par l'Agence européenne du médicament, et Bluebird Bio s'est retiré du marché européen. Et en fait, je me dis que c'est hyper compliqué pour les familles de se dire peut-être, oui, qu'on va trouver un traitement, et puis qu'au final, la pharma se retire pour des raisons économiques qui sont compliquées. Et dans le cas d'une maladie rare, quel poids on peut avoir pour défendre voilà, c'est une question. Hein, moi, j'ai les idées claires. Je pense que si on a un médicament qui transforme un individu non autonome en autonome, le coût de santé est radicalement différent. C'est-à-dire qu'on pourra jamais opposer le fait que le médicament coûte cher si on transforme un individu non autonome en autonome. Et donc, je pense que ça va être vraiment le critère d'efficacité qui va nous permettre de pouvoir négocier avec les autorités. Et c'est très quantifiable dans l'Angelman parce que c'est des individus qui ne sont pas autonomes à l'âge adulte. Et donc, si on arrive à les rendre autonomes, nécessairement, tout le monde sera bénéficiaire, la société en particulier. Oui, la question est effectivement, voilà, c'est ça, c'est ce critère de. Ah ben moi, c'est un critère simple. Hein. Je veux dire, c'est pas. Oui. Et c'est pas une décoration, c'est quelque chose qui est significatif pour l'enfant, sa famille, la société. Mais là-dessus, je te rejoins, Sophie Dorothée, on a du travail à faire pour caractériser le coût actuel d'un individu dans la société lié au syndrome d'Angelman. Qu'est-ce qui est significatif et qu'est-ce qui ne l'est pas? Oui, parce qu'on a eu une présentation à Miami, hein, ils nous ont raconté, c'est très impressionnant parce qu'il y a le coût direct et le coût indirect. Ouais. Et quand on mesure le coût de ces maladies, en balance d'une thérapie génique, je pense qu'il n'y a pas de doute, il vaut mieux avoir un traitement radical. Certes, mais en fait, après, il y a la question du prix que le laboratoire demande. Et c'est vrai que les négociations sont parfois obscures. Oui,
peu transparente, même pour des cas où on se dit, mais enfin, c'est évident, quoi. Donc, Non, mais je pense que en fait, ce qui s'est passé avec la SMA, qui est quand même, les médicaments sont pas non plus, c'est pas lève-toi et marche, hein, mais malgré tout, ils ont réussi, ils arrivent à percer le marché. Je pense qu'ils ont quand même ouvert pas mal de portes, et donc du coup, enfin, moi, je suis plutôt assez optimiste en fait. Ça, c'est votre tempérament. Non, mais Il nous importe. Non, si ça marche pas, et je l'accepterai volontiers, c'est pas la question. Mais si ça marche, je pense qu'on pourra pas se permettre d'avoir non, je pense qu'on sera obligé. Enfin, je vois pas comment est-ce qu'on pourrait empêcher des. C'est pas la thalassémie, hein, l'Angelman. Enfin, vous le savez comme moi. Hein. Je veux dire, c'est quand même c'est une maladie où je veux dire, si on a une possibilité de rendre des gens autonomes, on peut pas dire il y a une question de coût là-dessus. Et après, Dorothée, pour répondre aussi à ta question, c'est pour ça que FAST investit dans 2 domaines. La première, elle est effectivement sur la quantification de ce fameux coût direct et indirect. Pour justement se dire si c'est X par an, par enfant, multiplié par, comme ils ont des espérances de vie un peu comme vous et moi, du coup, ça fait un coût de Y, on va dire, à l'échelle de la vie. Donc ça, il y a des études, en fait, il y a une étude qui a été présentée à Miami, donc qui est vraie au niveau américain, qu'il faudra évidemment répliquer en Europe, parce que c'est et par pays, parce qu'évidemment, ce n'est pas du tout les mêmes prises en charge, etc. Et en tout cas, c'est une dimension sur laquelle, qui est investie. Et le deuxième point, c'est aussi, Nadia parlait de qu'est-ce qui est significatif, en fait. La significativité, elle va être vraie, quand je dis cliniquement, ce n'est peut-être pas le bon mot, excusez-moi, je ne suis pas médecin, mais dans le sens où qu'est-ce qui vraiment rationnellement montre une vraie progression, par exemple les ondes delta EEG, mais moi en tant que maman, je m'en fiche complètement en fait que les ondes delta ne baissent pas. Donc qu'est-ce que moi, maman, en fait, qu'est-ce qui est significatif pour moi et qui changerait ma vie en fait. Donc ça aussi, il y a des études en fait qui sont faites aux États-Unis et qu'on aimerait bien répliquer. C'est ce dont on va parler juste là. C'est une magnifique transition. Ça fait partie superbe transition. Ça fait partie des projets pour justement mesurer qu'est-ce qui est significatif pour les familles demain, qu'est-ce qui serait significatif comme effet demain pour les familles. On va laisser ça. C'est important à faire au niveau européen, hein, c'est sûr. Exactement. On va laisser Samantha reprendre la main sur ces 2 projets, on va dire, de recherche pour 2024. Peut-être, vu que tu es lancée, Charlotte, si tu veux présenter le deuxième, vu que tu as commencé là sur les risques et bénéfices. Vas-y, si tu veux, Sam. Non, je t'en prie, vu que tu as initié le truc, pas de souci. Je partirai sur l'eye tracking. Pas de problème. Alors, du coup, on regarde la deuxième partie. Donc, effectivement, étudier cette fameuse balance bénéfice-risque. C'est-à-dire qu'en fait, avant de parler d'efficacité de traitement, avant de parler de remboursement et de tout ce que vient de dire Dorothée, qui est tout à fait juste, déjà, il faut se dire, en fait, est-ce que les familles sont prêtes en fait, à mettre leurs enfants dans des essais cliniques. Nadia a présenté, en fait, alors, différents types en fait, d'essais cliniques avec plus ou moins de risques, plus ou moins de contraintes logistiques. Mais je pense que si on parle des derniers dont elle a parlé, qui sont des thérapies géniques, forcément, ça pose, en tout cas moi, en tant que maman, ça me pose des questions de me dire est-ce que j'ai envie ou pas en fait, que mon enfant il fasse partie de ces essais cliniques. Il y a des bénéfices attendus et puis il y a des risques que j'y vois. Les risques, c'est plein de choses. C'est les risques pour la sécurité de mon enfant. C'est les risques que globalement, le fameux bénéfice que j'attends, il ne se réalise pas. Et puis, c'est toutes les contraintes logistiques de venir dans les hôpitaux, etc. Donc, en fait, c'est se dire, en fait, quelles vont être, en fait, dans ma tête à moi en tant que maman, toute cette balance pour se dire, en fait, finalement, j'y vais, en fait, dans cet essai clinique ou j'y vais pas. Et du coup, quels bénéfices j'attends pour justement compenser tous ces fameux risques et ces contraintes. Donc, ce qu'on aimerait bien mesurer protocole par protocole, parce que c'est évidemment complètement différent de juste prendre un cachet dans la bouche que d'avoir une injection au niveau du cerveau. Protocole par protocole, se dire quels seraient les bénéfices attendus pour que vous, demain, vous soyez motivés en fait, pour mettre vos enfants en fait, dans ces essais cliniques. Alors, c'est une première étape, ça ne répond pas à ta question tout à l'heure de Dorothée, mais c'est une première étape déjà pour se dire quelles sont les attentes et qu'est-ce qui est acceptable pour les familles par rapport à certains protocoles. Parce que ces fameux protocoles, ils sont aussi revus par toutes ces autorités régulatoires dont on parlait. Et donc, il est important en fait d'apporter des éléments de réponse qui viennent des familles, se dire oui, on est prêt à y aller si et seulement si il se passe, les effets attendus sont telle et telle chose.
et si les risques attendus sont corrects. Donc du coup, tout ça, c'est des éléments en fait qu'on aimerait bien mesurer auprès des familles, protocole par protocole, de manière à pouvoir apporter ces éléments auprès des régulateurs et pouvoir appuyer certains protocoles et ou faire changer des protocoles au niveau des laboratoires. Donc ça, c'est une première étape, évidemment, qui serait suivie par une deuxième étape, qui est celle que tu décris, Dorothée, qui serait de se dire, une fois qu'on en sera au stade de la phase 3 et de l'efficacité, du coup, quels seraient les effets? Mais pour l'instant, on est vraiment au stade déjà d'acceptabilité des protocoles au niveau de la phase 1-2 pour les traitements qui sont émergents et notamment pour les essais de thérapie génique. Donc ça, c'est une étude qu'on aimerait bien mener, alors en France, bien sûr, mais je pense qu'on en a parlé, en fait, les autorités, elles sont essentiellement au niveau européen dans un temps 1. Et donc, du coup, ce serait quelque chose qu'on aimerait bien mener au niveau européen. Donc, encore tentatif, encore non financé. Donc, évidemment, on reviendrait vers vous au courant de l'année. Pour les familles qui souhaiteraient participer à cette étude, évidemment, on ne mettrait aucun enfant dans rien du tout, c'est juste parler dans des questionnaires pour vous exprimer en fait sur ce sujet, pour vous dire les doutes, les espoirs que vous pouvez avoir et du coup confronter un peu ces deux éléments-là et apporter autant d'éléments concrets aux autorités de santé. Et c'est aussi pour influencer le design des essais futurs, pour que justement les primary endpoints, les critères premiers ou les critères secondaires soient en rapport avec les attendus des familles. Donc il y a les deux aspects, on va dire, à la fois pour plaidoyer au niveau européen et éventuellement impacter les designs d'essais futurs. Et du coup, si on se permettra, le cas échéant, si on a effectivement l'argent pour le faire, de revenir vers vous pour vous demander votre contribution, c'est évidemment une contribution qui sera essentielle, parce que si on n'arrive pas à parler aux autorités et de leur exprimer en fait les besoins de la communauté, en fait, il n'y aura pas d'essais en fait, parce que du coup, ces essais-là, en fait, ils ne viendront pas en Europe parce que tout simplement, on ne saura pas si les familles sont OK, pas OK, qu'est-ce qu'elles attendent pas. Donc, du coup, que vous soyez pour ou que vous soyez contre les essais cliniques, en fait, votre avis, il sera absolument clé en fait à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'on se permettra de venir vers vous pour vous solliciter. Alors, juste vous, parents, pas vos enfants, pour solliciter votre point de vue. Je crois qu'il y a Louise qui levait la main. Donc, il y a peut-être une question à ce niveau-là. Oui, je ne sais pas si c'est très opportun, mais c'est parce que je pense aux contraintes et aux différents essais. Et donc, on n'en est pas encore là, mais les essais de phase 3, vous expliquiez que c'était contre placebo. Et du coup, je m'imaginais ce que ça pouvait donner dans ces cas-là. Je me dis, donc ça veut dire que si des enfants participent à une phase 3, il y a un tirage au sort. Et donc, le placebo, on fait quoi? On fait semblant de faire une injection. Ça veut dire qu'ils sont endormis et qu'ils n'ont peut-être pas du tout de traitement. Enfin, je ne me rends pas bien compte de comment on peut... Peut-être c'est un énorme défi aujourd'hui. C'est très compliqué parce qu'à la fois il n'est pas question de ne pas les piquer parce que du coup il faudra les piquer, mais la question c'est est-ce qu'on ferait une ponction lombaire et on n'injecte pas de produit, on ne fait que de prélever du liquide céphalorachidien. À ce moment-là, c'est pas des doubles aveugles puisque finalement la personne qui fait ça, elle sait qu'elle n'injecte pas, donc ça veut dire qu'il faut qu'on soit deux équipes. Il y a toute une stratégie pour essayer d'imaginer ce que c'est qu'un essai contre placebo avec des ASO. Mais c'est pas encore établi. Si je peux me permettre, les sociétés pharmaceutiques réfléchissent également à comment impacter le moins les familles, et en particulier les familles qui auront la malchance, on va dire, d'avoir le placebo, et si elles peuvent recevoir à un moment donné le médicament. Donc, ils réfléchissent à voir quelle est la temporalité nécessaire pour valider leur essai et en même temps garantir l'accès aux médicaments pour les familles, pour toutes les familles. Oui, il y a plusieurs façons de faire, mais ça, c'est vrai qu'il faut qu'on ait les accords des autorités, parce qu'effectivement, il y a certains systèmes d'essai, il y a certains
certains protocoles où en fait les patients sont sous placebo pendant une période et puis au bout de 3 mois, ils switchent aux médicaments et ceux qui étaient aux médicaments, ils les switchent au placebo par exemple. Ça peut être un type de protocole. Sauf que, en tout cas pour ce qui était de l'essai Roche précédemment, ça n'a pas été accepté. Donc il faut vraiment vérifier et c'est quelque chose qui se fait vraiment avec les autorités. Et d'où, je reviens à ma fameuse étude qui est du coup dans le bas de la charte. Ça fait aussi partie des questions qu'on pose quand je disais protocole par protocole. C'est pas que sur les thérapies chimiques, c'est aussi sur ces fameuses thérapies ASO. Donc là, du coup, on n'étudiera que la phase 3 parce que la phase 1-2, elle vient d'être faite. Mais sur la phase 3 et justement l'acceptabilité de ce placebo, il y a placebo ou ce que vient de décrire Nadia, donc cette inversion. Il peut y avoir effectivement ce que disait Samantha, au bout de X mois, en fait, le patient qui est sur placebo est garanti d'avoir le médicament qui permet quand même d'avoir peut-être un peu plus d'acceptabilité. Voilà, il y a plein de questions qui se posent et justement, ça fait partie des choses qu'on aimerait poser en fait à vous, parents, de savoir qu'est-ce qui est acceptable ou qu'est-ce qui ne l'est pas, de manière à pouvoir aussi influencer ces designs. Du coup, il y a une deuxième question d'Aurore qui est les enfants qui auront participé à un essai de phase 1-2 pourront-ils participer par la suite à un essai de phase 3? Nadiache. Si tout dépend en fait, c'est-à-dire que a priori on essaye. Alors, s'ils sont dans une étude d'extension à long terme, il y a une période où ils ne pourront pas et ensuite naturellement ils pourront. Par exemple, un enfant qui a un ASO et qui veut essayer la Logabat par exemple, aujourd'hui il peut pas, mais à moyen terme il pourra. Voilà. Mais effectivement, le but des investigateurs, c'est de ne pas limiter l'accès aux essais quand on s'est engagé une fois. Mais non, en théorie, on essaye de pas surcharger de surcharger les enfants et les familles. Donc il y a une période où c'est pas possible. Après, je pense que là, il y a une situation où on changerait de traitement, on passerait de la société. Ah oui, c'est un changement. Je pense que si on est sur la même société, c'est-à-dire un enfant qui aurait participé, je sais n'importe quoi, à Ionis en phase 1-2, est-ce que automatiquement, en fait, il serait en phase 3 ou est-ce que non, mais s'il est en phase 1-2, il est en extension à long terme. Donc il ne rentrera pas un patient qui est en phase 1-2, il a une extension à long terme, donc il n'a aucune raison de passer en phase 3. Oui, alors, dit différemment, en fait, ça veut dire qu'il continuera à avoir le traitement. Ah, il continuera, exactement. Il continuera le traitement jusqu'à ce que soit le médicament ne montre pas son efficacité, c'est-à-dire 10 ans plus tard, on va dire, si c'est ça, ou alors les parents retirent leur consentement. Mais sinon, il n'y a aucune raison qu'on les prive du traitement pour lesquels ils sont rentrés dans l'essai. Et si je peux me permettre d'ajouter une précision, au dernier sommet en particulier, il y a une stratégie pour l'accélération de la phase 3 et du coup de l'arrivée du médicament sur le marché qui a été présentée, où justement Fast US met la pression pour que les sociétés pharmaceutiques considèrent potentiellement recruter les patients qui étaient en phase 1-2 pour la phase 3 pour limiter le temps de recrutement qui est nécessaire pour une phase 3 où il y a plus d'enfants et du coup accélérer et limiter les coûts aussi associés à tout ça pour eux. Et donc ça pourrait être intéressant, mais toutes les sociétés ne l'appliqueront pas forcément. Certaines sociétés voudront faire un clear cut entre la phase 1-2 et la phase 3 et recruter de nouveaux patients pour la phase 3. Donc on n'a pas la réponse pour toutes les sociétés pharmaceutiques. Ils sont tous en phase de design de leur phase 3. Du coup, ce sera encore à déterminer. Ultragenyx, par contre, a clairement dit que tous les enfants qui ont été en phase 1-2 recevront le médicament de manière indéfinie jusqu'à l'arrivée sur le marché s'il n'y a pas d'effets secondaires graves d'ici là. Ionis n'a pas fait de déclaration dans ce sens-là aujourd'hui que je sache. Mais ils sont... Pardon, Nadia, allez-y. Ionis, ils le sont tous en extension à long terme. Hein. Oui, sur 2 ans à peu près, mais on n'a pas au-delà. Ouais. Dorothée, tu avais une question? Oui, merci. C'est peut-être une question stupide, mais du coup, j'ai pas bien compris un labo qui accepterait qu'un patient qui est rentré en phase 1-2 soit intégré en phase 3. Ça veut dire que là, du coup, il pourrait être tiré au sort? Non. Un patient qui a bénéficié de la phase 1-2, il continue le traitement ad vitam
jusqu'à ce qu'il ne va pas aller en phase 3. En fait, si. Non, j'ai juste dit que s'il était en phase 1-2 pour un traitement, il pouvait, à moyen terme, quelques années plus tard, on n'a pas encore la période, rentrer en phase 3 pour un autre médicament. Ok, non, mais je m'étais méprise sur ce que Samantha avait dit, en fait. Je n'avais pas capté. Peut-être que je vois que l'heure tourne et je vais être obligé de faire un peu le timekeeper. Peut-être, Samantha, tu peux préciser le dernier projet, on va dire, sur lequel on a envie d'investiguer pour 2024? Oui, tout à fait. On aimerait bien, on va investir dans un projet de recherche autour de l'eye tracking. Donc, l'eye tracking, c'est un outil qui est utilisé aujourd'hui beaucoup dans le diagnostic, en particulier du spectre autistique, souvent associé à l'imagerie médicale. Et ce qu'ils ont réussi à démontrer, c'est notamment des troubles du comportement chez les enfants autistiques qui ne regardent pas dans les yeux, qui sont attirés par les formes géométriques, par exemple. Et il y a des études qui ont été faites dans le syndrome d'Angelman, mais très peu et sur une faible quantité d'enfants. Et on pense aujourd'hui qu'il y a quelque chose à faire là-dessus. Donc, on aimerait bien faire une étude pour essayer de démontrer que l'eye tracking serait un outil robuste dans la population des enfants avec le syndrome d'Angelman. Également montrer potentiellement des différences suivant les génotypes. Comme on a vu, UPD, IPD ont une meilleure capacité de développement que les délétions et donc voir si ça a un impact sur leur comportement social. Une fois qu'on a réussi à démontrer la robustesse de cet outil, l'idée, ce serait potentiellement de convaincre d'utiliser cet outil dans les essais cliniques pour réussir à démontrer un changement significatif. Et donc, ce serait tout l'intérêt de cette étude qui nous prendra à peu près 1 an actuellement. Donc voilà, c'est quelque chose qui est intéressant parce que c'est relativement peu cher à mettre en place. Ça prend 15 minutes pour les patients en termes, on va dire, d'évaluation. Donc, c'est quelque chose qui nous semble important et relativement facile à mettre en place. On arrive à la fin de ce webinaire. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont encore des questions par rapport aux différents sujets qu'on a pu traiter. S'il y a des questions qui viennent après, vous n'hésitez pas dans tous les cas à nous écrire. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions dans la chat ou dans la... Dans la chat, il n'y en a pas, mais est-ce que dans l'assemblée, il y en a encore? Il n'y a pas de frustration. Oui. Moi, j'ai une question, je suis désolée, mais je ne veux pas du tout monopoliser la parole. Non, pas de souci. Merci. Ça concerne l'étude sur l'eye tracking. Donc, effectivement, il y a notamment une publication, je ne sais plus, de 2017 ou 2020, où il y avait 17 sujets avec syndrome d'Angelman. Effectivement, ils n'avaient pas bien étudié, je crois, de mémoire, le lien avec le phénotype. En revanche, ils insistaient sur l'existence de troubles neurovisuels de type cécité corticale. Et du coup, ça peut quand même compliquer l'analyse des données. Et du coup, sur quelle équipe, qui mènerait l'étude, puisqu'il faut des gens qui connaissent bien les troubles neurovisuels. Donc, vous avez déjà identifié une équipe académique qui serait porteuse du projet avec vous ou... Oui, tout à fait. Peut-être, Nadia, vous voulez répondre à la question? Oui, en fait, c'est l'équipe de Nathalie Bodart qui est à Necker est spécialisée dans l'étude de l'évaluation de l'eye tracking dans les troubles du spectre autistique dans plein de maladies génétiques différentes. Et donc, du coup, ils connaissent très, très bien cette question-là et en particulier les différents protocoles qu'on peut imaginer, surtout chez les patients qui sont... Je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de cécité corticale. Je pense, par contre, qu'il y a un trouble attentionnel majeur. Donc, il faudra probablement réduire les protocoles par rapport à d'autres formes d'autisme. Et donc, ça, c'est probablement là où on aura vraiment besoin de leur expertise. Le challenge, c'est de trouver le nombre minimum de patients pour pouvoir caractériser le comportement eye tracking typique du syndrome d'Angelman. C'est ça qu'on veut. Est-ce qu'ils sont très variables ou pas? Ça, on ne sait pas. Ouais, merci beaucoup. Et du coup, entre-temps, il y a une question d'Émilie sur la CGHRF. Est-elle nécessaire pour un défaut d'empreinte? Ah, non, ça ne sert à rien. Non. C'est dans les délétions que ça sert à quelque chose. Le défaut d'empreinte, c'est une mutation, donc non. Donc, même pour des essais futurs, Nadia, potentiellement avec CRISPR, etc., ce ne serait pas nécésaire dans le futur pour une thérapie génique? Non, parce qu'ils n'ont pas de délétion, les mutations d'empreinte, c'est des mutations. Donc, ce n'est pas des délétions.
Donc la C'est CGH, c'est seulement pour les délétions, en fait, la CGH arrête. C'est pour voir la taille, c'est pour voir la taille de la délétion. Donc les patients qui n'ont pas de délétion, ça ne sert à rien de faire ça. Ok. Autre question, c'est quid de l'intelligence artificielle dans la recherche sur le syndrome d'Angelman. Du coup, tu parlais de... Moi, je sais pas, moi j'ai bien une idée en tête, mais peut-être que Nadia a déjà des exemples précis. Non, moi j'en ai pas. Alors pour le coup, je peux juste parler d'une société qui s'appelle Ilks, qui avait présenté des éléments il y a de ça 2 ou 3 congrès, et qui utilisait l'intelligence artificielle pour repositionner des médicaments sur lesquels initialement ils n'étaient pas, on va dire, designés pour faire cela. Et donc, ils utilisaient l'intelligence artificielle justement pour essayer de cribler au mieux ces molécules en injectant de la connaissance, bien sûr, des patients, de la communauté et de leur expertise médicale. Donc, moi, à l'heure d'aujourd'hui, c'est le seul exemple qui me vient à l'esprit, mais non, il n'existe pas de ChatGPT encore pour Angelman. Mais voilà, c'est le seul exemple que j'ai en tête. Mais pour le coup, là, c'est vraiment l'intelligence artificielle. Hein. Peut-être. Mettre en relation les data des patients Angelman avec les études sur tout un tas d'autres molécules et d'autres pathologies pour voir si à un moment donné il y a un match potentiel. Et s'il y a un match potentiel, à ce moment-là, ils se disent bah, tiens, telle molécule, elle pourrait avoir un intérêt parce que on a vu que ça pouvait fitter. Et à ce moment-là, évidemment, il y a un test qui est fait. Ça fait 2-3 ans, je sais plus, 3 ans que ce programme a été lancé. À date, personnellement, on n'a rien vu en sortir, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas en cours. Mais nous, de notre connaissance... Mais ça serait uniquement sur le pilier 3, les thérapies aval. Peut-être Anthony, un mot sur Jeunet AI, qui est l'outil qui a été développé par Fast UK. Peut-être tu peux en dire un mot. C'est mon prochain article, c'est bien, c'est une transition. Oui, il y a un papa en Angleterre qui a développé un bot, un robot, sur la base de connaissances Angelman. Donc, il a scanné plein d'interviews, plein de séminaires sur le syndrome d'Angelman, et donc on peut lui poser des questions. Par exemple, qu'est-ce que la méthode CRISPR? Et il va vous répondre en scannant, on va dire, les différents articles et en faisant un résumé et en renvoyant éventuellement aux articles. Donc, c'est vraiment très intéressant. Donc, ça, c'est mon prochain post. Et il a fait aussi quelque chose de relativement intéressant qui est pour les différents webinars qui peuvent être relativement longs. Il a analysé de manière automatique ce qui s'est dit et il en fait un résumé. Alors pour l'instant, c'est qu'en anglais. Par contre, pour le bot, il est valable en français. Donc voilà. Donc oui, en effet, il y a de l'IA liée à un papa, on va dire, un peu savant, qui a utilisé ses compétences pour développer quelque chose qui me paraît fort utile pour la communauté. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Alors, spontanément, j'en vois pas d'autres dans la chatbox. Est-ce qu'il y a le last question? Non. Un grand merci pour votre participation. On postera bien sûr le webinaire enregistré et n'hésitez pas à le relayer aux personnes qui pourraient être intéressées. Et si vous avez des questions qui arrivent après coup, n'hésitez pas à les poser et bien sûr, on tâchera d'y répondre. Et vous pouvez écrire à contact@fastfrance.org. Voilà. Donc un grand merci à tous. Merci beaucoup, merci à Nadia pour sa participation. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.